à tous, même si c'est bonsoir à certains endroits de la planète. Donc, aux gens de Guadeloupe, des Caraïbes, là je vois des gens de la Polynésie, il y a Orana et bien sûr mes amis calédoniens, donc de la Mélanésie. Donc vous voyez, on réunit sur ce plateau, bah, on pourrait presque dire pas trois continents, mais trois océans. Et ça me fait bien plaisir. Et merci pour ta présentation. Oui, j'ai envie de poser mon sac à dos et de m'asseoir avec vous pendant cette heure où on va parler d'un sujet que je sais qui passionne. C'est l'arbre de la vie ou c'est l'arbre de ma vie. C'est-à-dire chacun, vous allez tous dessiner votre arbre. Et j'ai même préparé si vous pouvez regarder, vous pouvez préparer une feuille A4 et vous allez dessiner votre arbre à peu près en respectant ces dimensions, c'est-à-dire vous ne le mettez pas en plein milieu, vous laissez sur la gauche ou sur votre droite un peu d'espace et tracez à l'horizontale le niveau de la terre, puisque un arbre, ça commence aussi par les racines. Donc, ne le dessinez pas encore, juste ça, c'était pour que vous voyez à peu près comment vous devez le dimensionner sur votre feuille de papier. C'est toujours OK? D'accord. Donc, l'arbre, c'est très symbolique parce que, bon, peut-être parmi vous, certains ont fait l'arbre généalogique de votre famille ou votre propre arbre généalogique. Et je me souviens, quand je faisais des tests psychotechniques, on me demandait toujours de dessiner un arbre, tout sauf un sapin. Et on me laissait carte blanche. Et ensuite, je ne peux pas vous dire ce que les psys arrivaient à lire à travers mes esquisses, mais semblerait-il, quand on dessine un arbre, ça représente un peu notre structure intérieure, notre manière, notre enracinement, etc. Je ne suis pas psy, mais ce serait intéressant d'avoir un retour à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on va utiliser ce même symbole, puisque l'homme, depuis tous les temps, a toujours été un observateur de la nature. Et on a fait énormément d'inventions, on a copié énormément de choses grâce à observer les animaux, la végétation et autres. Eh bien, on va nous aujourd'hui observer l'arbre, qui est très symbolique, mais qui va représenter énormément de choses sur notre parcours de vie. Donc, on va inscrire notre parcours de vie dans cet arbre avec, comment je pourrais dire, en même temps, il y aura des prolongements qui ont bien sûr une interprétation spirituelle. Donc, on va plutôt être dans un domaine très spirituel qui est relié à la méditation, yoga. Et vous allez voir que le fait de relire, selon mon explication, on va continuer, vous allez peut-être mieux comprendre ce qu'on entend par le mot méditation. Parce que c'est bien quelque chose que j'ai le plus de mal à expliquer. Pour moi, c'est comme un couteau suisse, il y a 15 lames, et je ne sais jamais quelle lame sortir quand les gens me demandent c'est quoi la méditation. Eh bien, je pense que dans le parcours qu'on va avoir à travers l'arbre, on va avoir une définition de ce qu'est la méditation, ce que veut dire méditer, sans rentrer dans de grandes définitions qui souvent n'éclairent pas beaucoup. Ça va jusque-là? Donc, vous avez votre feuille de papier et un arbre. On va commencer par la partie la plus invisible, c'est-à-dire tout ce qui se passe sous terre. Donc, vous avez votre arbre, vous allez dessiner une graine, bien sûr, sous terre, et tout, nous le savons, tout commence par la graine, comme l'embryon qui est aussi la partie initiale de toute création. Donc, sous terre, vous avez la graine, ce qui vous représente. Avant que vous apparaissiez dans le monde visible, vous étiez dans le monde invisible. Comme l'enfant qui est en gestation dans le ventre maternel, avant qu'il naisse, on sait qu'il est présent, on sait qu'il est même déjà vivant. Et donc, la graine, elle a plusieurs particularités, je dirais presque des mystères. La graine a deux choses. L'une, elle n'est pas vivante et en même temps, elle est vivante. Elle n'est pas morte, mais elle est vivante. C'est-à-dire une graine, tant qu'elle n'est pas dans un élément particulier, tant qu'elle n'est pas en contact avec de la chaleur, le soleil et de l'humidité, elle ne va pas germer. En fait, la graine va devenir vivante selon certains effets. Et ensuite, dès qu'elle va être en contact avec la chaleur, l'humidité, elle va germer.
Et ensuite, elle va faire appel très vite à la terre. Parce que sans la terre, elle va épuiser ses ressources et elle va mourir. Donc la terre va être le troisième élément important pour que la vie puisse, ou la graine puisse se développer. Donc on voit qu'il y a déjà trois éléments. Il y a chaleur, le feu, il y a l'eau, il y a la terre, et ensuite il y a encore les deux autres éléments, il y a l'éther, mais on verra plus tard, l'éther et l'air. Donc voilà, donc la graine, dès le moment qu'elle est en contact avec les deux premiers éléments, la vie commence. Alors on peut entrer dans une autre présentation que je ne vais pas faire, ça serait trop long. À quel moment la graine vient en terre, pourquoi elle vient en terre, d'où vient-elle? Donc c'est un autre sujet très spirituel aussi, qu'on pourra développer une autre fois. Toujours est-il qu'avant que la graine vienne en terre, elle était dans un état latent, dormant, elle ne s'exprimait pas. Moi, je dis qu'elle était dans un sommeil profond, peut-être même un coma. Donc, sur le monde spirituel, on va dire qu'elle était dans le monde incorporel, dans le monde éventuellement, en Inde, ils disent Shantidam ou alors le Nirvana, un monde où elle ne s'exprime pas, où la graine, l'âme, si on peut dire, la conscience est l'état non vivant. Elle n'est pas consciente. Et là est le second mystère, la graine a besoin d'entrer en contact avec le monde matériel pour prendre vie, pour devenir consciente, pour s'éveiller. Donc ça explique la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette planète Terre. Donc le fait que la graine vienne de notre élément, en contact avec la matière, on pourrait dire c'est le mariage entre l'âme et la matière, le mariage entre la physique et la métaphysique. Donc l'âme touche, ou l'âme ensuite va épouser un corps. Donc c'est là le début de notre histoire. Donc la conscience vient en contact avec le monde matériel simplement pour une chose qui est fondamentale, c'est de vivre. Nous avons tous ce besoin fondamental, nous aimons tous la vie. Et la vie ne peut s'opérer que quand il y a ce mariage entre conscience, âme et matière. Et là va commencer notre histoire, avec ses drames et avec tout ce qu'on va connaître, mais tout a du sens, comme un arbre donne du sens à son existence. Notre vie a du sens si on comprend notre cheminement. Donc on va avancer dans le cheminement. Je vais assez vite, parce qu'il y a pas mal de choses à aborder, mais ensuite on va s'ouvrir aux questions, etc. Donc dès que la graine va se mettre à germer, alors vous pouvez commencer à dessiner 5 grandes racines qui vont échapper de la graine, que la graine va projeter dans les profondeurs. Donc 5 racines fondamentales qui font partie de l'ADN de l'âme, qui font partie de l'ADN de la graine. Alors, c'est l'ADN, ce sont nos gènes, c'est tout notre potentiel, et c'est le deuxième mystère de la graine, tout le potentiel dans cette petite graine, le potentiel de l'arbre est déjà présent. En termes spirituels, on parlera même le karma est présent. Donc le karma, le potentiel et bien sûr les grandes qualités, donc ce que j'appelle les grandes qualités, les grandes valeurs aussi. Alors, vous avez dessiné peut-être les cinq racines et mettez-y, amusez-vous à y mettre les fondamentaux qui sont, vous allez vous rendre compte, les qualités et les besoins que tout le monde recherche, même les animaux. Ces besoins fondamentaux qu'on a besoin pour que cette vie soit harmonieuse, belle, la raison d'être ici. Donc la première racine, c'est l'amour. L'autre racine va être le bonheur, bien sûr. Une autre racine va être la paix. Une autre racine, la quatrième, va être la pureté. Je les ai toutes données là. Pureté, paix, bonheur, amour. Pureté, paix, bonheur, amour. Alors, le bonheur, on peut l'associer à la joie de vivre, la joie d'être. Alors que l'amour, bon, vous voyez bien, ces racines peuvent prendre
des radicelles. Elles vont aussi, les racines, c'est pas seulement un pivot, mais ensuite elles se partagent. Donc, ce que vous entendez par l'amour, vous pouvez le mettre, c'est l'affection, c'est peut-être la gentillesse. Et ensuite, la paix, on y verrait plus le silence, on verrait plus l'immobilité, on y verrait plus peut-être le côté où vous vous retirez du monde, vous allez peut-être plus dans la solitude. Ça, on pourrait le mettre au niveau de la paix. La pureté, c'est plutôt relié à l'authenticité. La pureté est plutôt relié au besoin qu'on a de la vérité. La pureté représente l'authenticité. La pureté, on verra, c'est aussi représenté dans la beauté, dans l'art. Euh, Lequel était encore qui nous manquait? L'amour, la pureté, la paix, le bonheur et le Non, et la pouvoir. création, Ah, le ah oui, pouvoir. le pouvoir qui est un peu complexe. Ne voyez pas le pouvoir comme un élément de force. Le pouvoir représente surtout la créativité. Le pouvoir, on a besoin. On a besoin de créer, on a besoin de s'exprimer. La créativité, c'est aussi l'enthousiasme. On ne peut pas imaginer une journée à se lever le matin en se disant je ne sais pas quoi faire, je ne vais rien faire. On est des créateurs permanents. Et c'est bien sûr, c'est un des objectifs principaux de notre développement, de notre vie. Donc, vous avez placé donc la graine qui vient de projeter vers le sol ces 5 grandes qualités, les grandes valeurs qu'ensuite vous pouvez développer par vous-même et vous pouvez donner plus de dimensions à l'une qu'à l'autre puisque nous sommes tous un peu différents à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, l'arbre commence à pousser, donc on sort de l'invisible, on sort de ce monde du silence. Comme l'âme, elle est très silencieuse, on ne la voit pas, elle va apparaître, on pourrait dire, à la naissance quand l'arbre apparaît. Donc, elle était déjà présente avant, mais disons que le créateur, qui est donc la graine, l'âme, va projeter sa création à l'extérieur. Donc, on va parler de l'arbre. Donc, l'arbre va se mettre à pousser et là, on va parler de la création. C'est notre création. Donc, l'arbre va être notre création. Et au début, l'arbre va se décomposer au départ par un tronc. Vous allez pouvoir dessiner ce tronc sur une certaine longueur qui représente l'unité. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a tous traversé cette espèce de singularité, cette normalité. On était conformes, on a tous été conformes, ce qui revient à comprendre pourquoi je parle d'une singularité, une unité. Imaginez que chaque enfant passe de 0 à 6 ans, bien sûr, dans le cocon familial. Autour de lui, il y a ses parents. Autour de lui, il y a un univers qui est très limité, qui est très fermé, mais qui lui convient parfaitement avec toute la sécurité. Et ce monde est pour lui un monde qui limite, un monde qui devient à la fois ses repères, mais aussi ses références. Donc, à ce moment-là, l'enfant, dans toute sa croissance, n'exprime pas encore son identité. Pour l'instant, il est heureux dans le cocon familial. Il ne fait que grandir en sécurité dans un univers fermé quelque part, qui le maintient totalement sur un chemin, sur les rails. Ensuite, on peut voir la deuxième partie, disons de 6 ans à 17 ans. Donc, le petit enfant devient un élève, ensuite un étudiant. Il il sort un peu du cocon familial, mais il va découvrir un autre univers. Donc, il va découvrir l'univers des adultes, l'univers, bien sûr, de l'éducation, donc ses profs, un peu plus large que ses profs, ensuite ses amis, ses copains de classe, etc. Donc là, il est encore dans une certaine structure très établie. D'un côté, le cocon familial, de l'autre côté, une structure de la société, du système, du monde éducatif. Donc, il est dans un carcan. On a tous été dans un carcan et on l'a tous adopté, puisque ce qui donnait sens à la vie, et on s'y opposait pas trop, à moins que certains d'entre vous ont fait des fugues à 14 ans. À ce moment-là, vous dessinez sur le tronc de l'arbre un bout de branche qui a essayé de s'échapper et qui sans doute a avorté, et vous êtes revenu dans le tronc. Donc le tronc représente cette unité dans notre croissance, et bien sûr, on n'a pas encore déployé nos ailes.
Alors bien sûr, c'est symbolique ce que je dis, 17 ans, 18 ans, peu importe. Il y a un moment donné dans votre vie, vous êtes entré ce qu'on appellerait un peu le monde adulte, dans le monde professionnel. Vous êtes sorti de l'éducation, vous êtes sorti de un peu du cocon familial aussi, et vous êtes ouvert à la vie. Donc là, vous dessinez maintenant les 5 grandes branches, puisqu'on va comme en bas, les racines. Il y avait 5 grandes racines. On va dessiner 5 branches. Plus tard, vous en ferez plus. Mais les 5 François, grandes branches représentent une, la branche professionnelle, votre branche familiale, c'est-à-dire la famille que vous avez créée, vous allez créer. La branche, ensuite, on rentre dans les loisirs qu'on peut diviser en 2 branches. L'un, les loisirs plus tournés vers l'art, plus tournés vers une réflexion dans l'art, la littérature, le théâtre, le cinéma, enfin, le loisir qu'on peut faire seul, mais qui est fondamental et qui est lié à, on verra, qui est beaucoup lié à la pureté, qui est lié à François, la beauté. Oui. est-ce que tu peux remontrer, parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées en cours, remontrer le dessin de l'arbre. Alors l'arbre, voilà à quoi il devrait ressembler, si vous le voyez, un arbre sur un coin de feuille avec un plan horizontal qui mesure le sol, la graine avec ses 5 racines et au-dessus, vous dessinez 5 branches qu'on vient de nommer. Ensuite, vous pouvez prendre des crayons de couleur, y remettre des feuilles et des fruits, on y arrive. Donc, j'avais parlé de la branche professionnelle, la branche de votre famille, la branche des loisirs, dont le loisir qu'on peut d'une manière plus personnelle, donc relié à l'art, relié à la beauté, la littérature, théâtre, cinéma, etc. Il y a l'autre loisir qui est plus relié à le loisir qu'on fait en collectif. Donc, des loisirs avec vos amis. Alors, c'est souvent le sport, c'est toutes sortes d'activités sportives et collectives. Donc, ça peut être en Tahiti, bien sûr, c'est le va, la rando, la natation, etc., etc. Donc, là, et la dernière branche, c'est une branche qui est reliée plutôt à une recherche intérieure. Donc, cette branche qui peut vous pouvez y mettre dessus. Vous avez fait de la philosophie, vous étiez impliqué dans des religions ou développé des religions, vous avez été plus loin dans une démarche spirituelle. Donc, la cinquième branche est vraiment une recherche de sens, une recherche intérieure. Donc, chacun a fait ce parcours et a sans doute changé. Donc, là encore, chaque branche a ses ramifications, bien sûr. Et donc, vous dessinez votre arbre. Donc, vous pouvez marquer sur chaque branche le développement. Alors maintenant, si je reviens pour comparer les 5 branches aux 5 racines, il y a quelque chose de commun où on pourrait dire une relation entre les deux. Hein. C'est pas gravé dans le marbre, bien sûr. Je veux juste vous dire ce que j'entends par là. Donc la branche professionnelle, on pourrait la relier à la racine pouvoir, à la racine créativité, puisque c'est surtout à travers notre profession que l'on s'exprime dans un certain sens, où on crée, où on déploie un potentiel qui est en nous, c'est surtout dans la créativité. La branche de la famille, c'est plutôt la recherche de l'affection et de l'amour. Donc la famille, elle va plutôt, je veux dire, répondre à un besoin fondamental qui est l'amour. Et je vais le trouver, disons, plutôt dans la famille. Ce qui ne veut pas dire qu'à mon travail, je ne peux pas trouver de l'amour aussi. Ensuite, vous avez la branche, donc, que j'avais dit, la branche de l'art, la branche des loisirs. Là, je l'associerai à la pureté. La pureté, la beauté, une racine fondamentale, la vérité, la sincérité. Donc, on a tous pratiqué un art différent ou un loisir différent qui nous rapprochait de ça. C'est la peinture, la sculpture, etc. Vous avez la branche ensuite des jeux collectifs, là vous l'associez plutôt au bonheur. Le bonheur qu'on recherche avec les autres, on rit bien, on s'amuse bien, on a besoin de ça. Ce qui ne veut pas dire que dans ma famille, je n'ai pas de bonheur. Mais c'est un besoin qu'on peut trouver dans le collectif.
Alors que vers la branche qui est la branche de recherche, de philosophie, de religion, vous pouvez y associer la paix, ce qui veut dire aussi le silence, la recherche intérieure, la comment on peut dire, il y a un côté dévotionnel aussi, il y a un côté mystique, recherche vers le divin. Tout ça, on va le trouver sur la branche de la paix, qui font partie donc des fondamentaux. Donc là, vous avez une caricature, c'est une caricature, mais ensuite vous jonglez avec tout ça. Et maintenant, vous regardez cet arbre, vous y retrouvez dedans, vous avez déjà dessiné les branches, vous y mettez d'autres qualificatifs, d'autres vertus, vous êtes libre, c'est votre arbre. Et imaginez maintenant que vous êtes entré dans le monde professionnel, le monde familial à 22, 23 ans. Là, vous en avez 30. Vous reculez, vous regardez votre arbre avec une certaine satisfaction et vous trouvez que votre arbre, il est beau, il a d'abord pris des feuilles, parce que les branches ont pris des feuilles, il porte des fruits et dans le monde professionnel, j'ai des fruits, je gagne de l'argent, je vis loyalement, j'ai même des promotions. Mon arbre, ma branche professionnelle est saine, elle va bien. Ma branche familiale, on peut dire la même chose. Je vais bien, les 2 enfants vont bien, il y a de l'harmonie et les loisirs vont bien, etc. Et même ma petite branche de recherche, d'une certaine sens dans mes religions, bah, je retrouve les philosophes dominants, ceux que j'aime bien. Voilà. Quelque part, à un moment donné, on regarde son arbre qui s'épanouit, qui donne des fruits, qui donne des feuilles, qui est beau, mais est-ce que j'ai satisfaction? Est-ce qu'il répond à ma demande? Eh bien là est notre problème. C'est là que la vie commence. C'est-à-dire qu'on a tout pour être heureux, on a tout pour être plein d'amour, on a tout et tout, mais comme si on était toujours à la recherche, comme si on était insatiable, comme si l'homme était toujours à la recherche d'un absolu. On cherche le Saint Graal, alors que quelque part, cet arbre, on pourrait le signer par succès, réussite, et bien, au fond de moi-même, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Alors que les voisins vont dire, oh, tu as de la chance, tu as un bon boulot, tu as une belle famille, tu as réussi, ta maison est superbe. Les voisins vont dire succès, réussite, toi tu vas dire oui, oui, mais. Beaucoup ont connu ça. Et on va essayer d'étudier le mais. Pourquoi? Pourquoi, alors que matériellement, même au niveau des relations, ça semble bon, il y a quand même un point d'interrogation, il y a une lacune, il y a un vide dans notre vie. Et on va comprendre pourquoi. Eh bien, ça commence tout simplement, on a des attentes. On a énormément d'attentes de cet arbre. Puisque le créateur, n'oublie bien, le créateur, c'est moi. C'est la graine, avec ses besoins fondamentaux. Et on est parti dans la création, donc on a créé un arbre qui est tout à fait, quelque part, mon expansion. La création, quelque part, je m'identifie à cette création. Combien de gens s'identifient à leur travail, à leurs enfants, à leur réussite, etc. Donc tout d'un coup, cet arbre qui n'est que ma création devient tout d'un coup mon identité, devient ma vie, devient mon monde. Et c'est là que l'erreur commence. Quand cet arbre devient mon tout, eh bien j'attends tout de cet arbre. Et malheureusement, les attentes commencent. Alors au niveau professionnel, j'attends peut-être d'autres promotions, ou j'attends plus de compétences de mes copains. Je vois que ça se développe bien, mais dans ma famille, c'est bon, mais il y a toujours qui est parfait dans cet arbre? Personne. Donc c'est une chose qu'on a du mal à comprendre, qu'on est dans un monde où chacun fait de son mieux, personne n'est parfait, dans la nature, rien n'est parfait. Et là, vous pouvez dessiner autour de l'arbre le soleil, des nuages, la pluie, le vent, des petits cyclones. C'est normal. Dans la vie autour de nous, il y a un environnement des 5 éléments qui se prononcent. Donc, je ne peux pas m'attendre à être dans un arbre qui s'épanouit dans le monde où tout est parfait, où j'attends des autres la perfection, alors que moi-même, je ne suis pas parfait. Donc, les attentes deviennent un problème. Et tant qu'il y a des attentes, eh bien, des insatisfactions, et des frustrations, et ça peut aller très loin. Et regardez votre arbre et posez-vous la question, dans quelle branche je suis le clair de mon temps?
Il y a beaucoup de gens qui passent 8 heures, 10 heures au travail avec les transports. Ensuite, ils passent 1 heure ou 2 avec les amis au loisir. Ensuite, ils passent un peu de temps dans la famille. D'ailleurs, souvent, l'épouse va dire, tu es jamais là, tu es toujours au travail. Donc, on voit que on saute d'une branche à l'autre, un peu comme vous savez, les singes qui sautent d'une branche à l'autre, comme si on cherchait une réponse, qu'on cherche une satisfaction dans notre création. Alors, un coup, c'est les loisirs, après, c'est la pêche, après, on fait un peu de peinture, ensuite, on se plonge dans un bouquin philosophique, etc., etc. Malgré ça, on n'a pas toujours la réponse. On n'est jamais satisfait. Comme si l'homme était l'éternel insatisfait, alors que dans le meilleur des mondes, on a quasiment tout autour de nous. Et c'est là qu'il faudrait observer la nature et regarder comment un arbre s'alimente. Eh bien, il s'alimente grâce à la sève. Eh bien, la sève, elle vient d'où? Elle ne vient pas des feuilles, la sève vient des racines. Donc, les nutriments vont venir du sol, d'un lieu totalement invisible, d'un lieu qui est dans l'obscurité totale, et c'est là que les racines vont ponter la nourriture nécessaire, l'humidité, etc. Et la sève, sans arrêt, circule en montant par le tronc, dans les branches, et va alimenter l'arbre en entier. Eh bien, cette sève, s'il n'y a pas de sève, l'arbre meurt. Eh bien, nous, on a eu tendance à se couper de nos racines. Donc, c'est comme si on avait coupé la circulation de la sève, le sang dans notre organisme, le sang dans notre arbre. Eh bien, ça représente quoi, la sève? Et c'est là que je vais en venir au rôle que joue la méditation. La méditation, c'est tout simplement prendre conscience que bien que ma création soit parfaite, bien qu'elle soit belle, qu'elle réponde quasiment à tous mes besoins, mais il y a des besoins fondamentaux que je ne trouverai jamais dans la création parce que j'ai affaire à des humains. J'ai affaire à des humains qui sont ce qu'ils sont, qui donnent ce qu'ils ont. J'ai besoin de revenir à ma source, à mes sources. J'ai besoin de revenir à la graine, j'ai besoin de revenir à mes fondamentaux. Donc ces grandes valeurs qui m'animent, et ces valeurs sont profondément en moi ce qui représente mon ADN. Et dès le moment que je me perds dans mon arbre, je me perds on peut dire, dans le matériel aussi, dans le relationnel, je perds l'ADN profond du sens de ma vie. Et mon ADN, on l'a vu tout à l'heure, c'est la créativité, c'est le pouvoir, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la pureté. J'ai besoin de cela. Et j'ai besoin de cela sous son état le plus pur. Et je ne la trouverai pas dans l'arbre, je la trouverai dans la graine, dans ce qu'on peut appeler la fondation. Mais en même temps, les racines dans un arbre ne sont pas que là pour irriguer l'arbre, pour nourrir l'arbre. Elles sont là aussi pour lui donner une forte stabilité. Donc, si je me coupe de mes racines, je vais être totalement instable ou ma création va être instable, même si elle apparaît forte et belle. Donc, mes racines, il faut que je les nourrisse. Il faut que je sois souvent en relation avec mes racines. Et ça serait ça, la méditation. C'est de temps en temps, je dois prendre un moment, m'écarter de ma création, m'écarter du bruit, m'écarter des intempéries, m'écarter des relations. Combien je suis capable de m'écarter de mon travail, combien je suis capable de prendre un pas de côté de ma propre famille, de mes amis, tous ces gens qui m'accompagnent, quelque part qui embellissent ma vie, certes, mais j'ai un besoin d'un moment de solitude. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne me donneront pas peut-être l'essentiel. Et je trouverai cela seulement et seulement si je descends au cœur de moi-même, si je vais dans l'invisible, je vais dans le silence, je vais au cœur de moi-même, c'est ce que fait la méditation, et je rentre en relation avec ce qui est le plus sacré, ce qui est immortel, c'est ma graine, mon ADN. Cette graine ne va jamais disparaître. Cette graine, c'est l'âme, cette graine vient de loin, c'est un autre sujet d'où elle vient, et elle va jamais disparaître. Alors que l'arbre, ma création, qui peut garantir quoi que ce soit? Qui peut garantir que je vais garder mon travail tout le temps? À n'importe quel moment, un coup de tronçonneuse et hop, la boîte dans laquelle je travaille depuis 20 ans,
elle fait faillite. Je peux en un coup de tronçonneuse perdre mon travail. Donc, il faut que j'ai de la flexibilité pour rebondir. Dans ma famille, je peux avoir aussi des drames où tout simplement ma famille, les enfants prennent leurs ailes, ils s'envolent, etc. Les loisirs, etc. Tout, rien n'est permanent. Dans l'arbre, il faut bien savoir, comme disent les stoïciens, rien n'est sous mon contrôle. Donc, il faut simplement que je me positionne en sachant que ce monde autour de moi n'est qu'un passage. Rien n'est sous mon contrôle. Et pourtant, je dois rester dans le bonheur. Je dois vivre l'amour. Je dois vivre toutes ces grandes qualités. Mais tout cela est possible si je me situe différemment et si je change d'objectif. Si je regarde ce monde avec un autre objectif, un autre œil. Et bien maintenant, refaisons le voyage, devenant des yogis, devenant des gens qui pratiquent la méditation. Eh bien, je descends de ma création, je vais au cœur de cet art, au cœur de mon être, et là, je me ressource. Je reprends de l'énergie, je retrouve ce qui est pur, je retrouve cet amour que je retrouve au fond de moi, cette paix, ce silence. Je me recharge. À ce moment-là, je suis coupé de cet arbre, je suis avec moi-même et je me recharge avec quelque chose qui ne va jamais disparaître. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Quand je retrouve mes bases, je retrouve le sens de mon être, eh bien, je peux remonter ensuite vers ma création avec une grande différence. La différence va être que je ne suis pas du tout en attente. Je n'attends rien de ma profession, je n'attends rien de ma famille, je n'attends rien de mes amis. Par contre, parce que je suis chargé, parce que j'ai trouvé une certaine satisfaction. Et à ce moment-là, je vais, par exemple, dans mon arbre, dans ma branche professionnelle, sans attente. Et je suis plutôt chargé positivement. Et parce que je vais dans cette branche vers mes amis, mes collègues de travail, je n'attends rien d'eux. Au contraire, je suis plutôt force de proposition. J'ai plutôt envie d'être extrêmement positif et dire oui, c'est bien ce que tu fais, tu progresses bien, etc. Mais je ne serai pas affecté. Avant, j'étais dépendant de l'arbre, j'étais affecté par toute chose négative et toute petite imperfection. Mais la même chose pour ma famille, la même chose pour mes loisirs, etc. Je deviens hyper tolérant. Je comprends que tout le monde fait de son mieux et je comprends que je n'ai pas à attendre quoi que ce soit de cet arbre. Et au contraire, je devrais être force de proposition. Et là, on revient à une question fondamentale qu'on a demandé à pas mal de gens lors de nos séminaires. Quel est l'objectif de l'arbre? Au fait, pourquoi les arbres existent? Alors, je peux même enlever les arbres fruitiers, parce que vous allez tous dire l'oranger, il est là pour faire des oranges. Eh bien, il y a quand même beaucoup d'arbres en forêt et ailleurs qui ne donnent pas de fruits, mais ils ont une importance fondamentale sur cette planète. Eh bien, un arbre, il a beaucoup de fonctions. Une, c'est déjà de créer de l'humidité dans le monde dans lequel il vit. Il crée un microclimat. Il va être un abri, un lieu pour des milliers de petits insectes, d'organismes qui ont besoin d'arbres, qui ont besoin de la nourriture qu'ils procurent, etc. Il est aussi là pour faire de l'ombre. Il est là aussi pour transformer le CO2 en oxygène. Donc, quel est le rôle d'un arbre? Pas spécialement de donner des fruits qui vont donner des graines, c'est vrai, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large. Il crée à lui seul tout un écosystème. Il crée autour de lui une forêt. Il crée autour de lui quelque chose qui est indispensable à la vie. Et donc, si je suis un arbre, pour qui je respire? Pourquoi je respire? On sait que l'arbre respire pour changer le CO2 qui est nocif. Il le transforme en carbone, ce qui est vraiment utile, et il transforme ou il crée aussi de l'oxygène. Donc, dans tout son cheminement, tout ce qu'il fait est fondamentalement positif. Maintenant, je regarde ma propre création. Cet arbre que j'ai créé, c'était pas seulement pour m'amuser, c'était pas seulement pour avoir plus, ce qui malheureusement est devenu un peu la norme de notre société.
un arbre où j'ai une maison plus grande, une voiture plus large, une télévision plus plate, un écran plus grand. C'est pas ça le sens de la vie. L'arbre, il grandit pas pour dire je suis le plus grand, je suis le plus large, je domine les autres. Pas du tout. Pas du tout, on verra. C'est pas du tout l'objectif d'un arbre. Au contraire, c'est de coopérer avec les autres, de créer un écosystème, de protéger un tout petit monde qui est autour de lui. Et c'est comme ça qu'il est aimé, il est utile, il a besoin de ça. Donc, un arbre existe par sa bienveillance, existe par le fait qu'il soit profondément utile et intégré dans un système. Si je comprends mieux ma création, je regarde mon arbre, mon parcours, et si je veux avoir le retour qu'a l'arbre, je ne peux pas vivre égoïstement. Là, j'ai jamais arrivé à me combler. On sait très bien que si vous voulez recevoir, il faut donner. Si vous ne donnez pas, vous devenez des mendiants. Et c'est malheureusement ce qu'on a fait pendant longtemps. Nous étions des mendiants et nous étions en train de quémander en permanence auprès du patron, auprès de la famille, auprès des autres, comme si on quémandait le bonheur, la satisfaction, peut-être une raison d'être. Ça ne marche pas. Alors que si je deviens comme l'arbre, il ne demande rien, absolument rien. Il va puiser dans ses racines ses nutriments. Il va dans l'invisible, dans le silence, il trouve sa paix intérieure, il trouve, j'allais dire, tout ce dont il a besoin. Et ensuite, il remonte en surface et il partage. Et le fait de partager, le fait de donner, ça l'épanouit, mais ça épanouit les autres. Donc, il commence à trouver vraiment un sens dans sa vie. Et plus il trouve du sens dans sa vie, plus il va comprendre que sa création n'est pas éternelle, qu'il peut perdre à n'importe quel moment une branche. Ben, quand on est à la retraite, on perd déjà sa branche professionnelle. On peut perdre sa branche familiale à un moment donné. Et les loisirs vont changer, etc. Et on voit que les branches vont disparaître, mais un jour l'arbre, peut-être au milieu du tronc, va casser. C'est ce qu'on appelle la mort. Un jour, l'arbre, c'est le cycle de la vie. C'est le lot qu'on va tous payer puisque, au départ, je vous l'avais dit, la graine, pour vivre, pour sortir de son sommeil profond, a besoin d'entrer en liaison, en connexion, en contact avec la matière. Donc l'âme épouse la matière, l'âme épouse un corps pour vivre. Mais le corps, la matière n'est malheureusement pas éternelle, du moins disons que la matière avance dans un cycle. Et dans ce cycle, il y a naissance, vie et mort. Donc, il faut bien savoir que ma création va traverser ce cycle, puisqu'on voit très bien qu'on a tous traversé la jeunesse, l'adolescence, et on avance vers la vieillesse, vers la mort. Mais c'est la création qui va mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Donc, le yoga nous aide aussi à comprendre qu'à un moment donné, et plus régulièrement, je vais descendre vers l'invisible, vers ce qui est le plus profond, le plus immortel, et je vais tout simplement me ressourcer et ne plus avoir peur, puisque la création, elle fait son cheminement, elle fait un très beau travail. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, elle fait ce qu'elle a à faire. Par contre, moi, je vais continuer mon cheminement. Et là, on rentre dans une autre étape, on tourne une autre page de ce qu'on peut appeler notre parcours spirituel. Mais je ne vais pas aborder ça, je vais encore continuer un peu dans une autre explication au niveau de l'arbre. Vous avez dessiné votre arbre et je vous ai demandé de laisser à côté de l'arbre un peu d'espace, un petit espace vierge à côté. Eh bien, vous allez dessiner, parce que vous n'êtes pas seul sur la planète, vous allez dessiner dans l'autre espace un autre arbre, similaire au vôtre. Et cet arbre, c'est peut-être votre mari, votre épouse, c'est peut-être votre meilleur ami, c'est peut-être un collègue très proche. Et vous allez dessiner un arbre, c'est-à-dire mon voisin, qui lui aussi a des racines, qui lui aussi a un tronc, qui a aussi déployé ses branches, parce qu'il est comme vous, il a créé son arbre. Par contre, vous allez dessiner certaines de ces branches qui se déploient, qui s'élargissent et qui entrent dans mon feuillage. Donc, vous avez vu, vous avez votre arbre et l'arbre du voisin, dont les branches vont s'aventurer dans votre feuillage, dans votre
dans votre arbre. Là, nous sommes face à deux manières, il y a une double analyse à faire. Souvent, si mon voisin, quelque part, déploie ses branches dans mon arbre, là, il y a litige. Là, je vais voir l'avocat. Si c'est mon épouse qui déploie ses branches trop loin dans mon arbre, dans ma création, je vais dire ingérence. Je vais dire, là, tu vas trop loin. Quand c'est les enfants, je vais dire non, restez dans votre zone. Et quelque part, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, j'ai besoin d'être moi-même. J'ai besoin de retrouver mon espace légitime, mon espace de développement, et souvent qui se finit par un développement spirituel. Et pourtant, le voisin existe, et il a le droit d'exister, mon épouse, etc. Ils ont le droit d'être là, mes enfants. Par contre, il y a une zone, une limite, est-ce qu'on peut dire tolérable? C'est ce qu'on appelle un peu la tolérance et la dignité. Jusqu'où va la tolérance et où ma propre dignité? Donc, ça demande une réflexion profonde pour ne pas être en guerre avec le monde qui m'entoure et au contraire d'être en harmonie avec eux. Et les arbres, ben, ils s'interpénètrent aussi au niveau des branches et ils ne font pas la guerre, ils ne vont pas chercher l'avocat. Par contre, ils développent autre chose, ils disent peut-être s'il vient me rendre visite, c'est pas tout simplement par amitié, par amour. Donc, il ne faut pas voir non plus le voisin qui vient sur mon terrain, comme on peut dire, comme une ingérence, comme une... Non, tout simplement, c'est un signe amical. Donc, on voit qu'on a les doubles réactions. Comment on réagit par rapport à mon voisinage et comment mon développement, le développement de ma création peut interférer d'une manière ou d'une autre avec la création des autres. Donc, ça me demande un autre développement qui demande tolérance, dignité et une analyse pour ne pas rentrer en conflit. Et là, on comprend encore une fois, puisqu'on a tous connu ça, on a tous eu des conflits avec des amis, des voisins, etc. On a tous, ça fait partie de la vie. Eh bien, la seule manière d'en sortir, c'est encore de descendre à la graine, dans nos racines où il n'y a pas de conflit, où tout est paisible, où tout est harmonieux. Dans la graine, il n'y a jamais de conflit, puisque je suis avec moi-même et je suis dans un univers de silence et de paix. Là, je peux me réparer, je reprends de l'énergie, je reprends du pouvoir et je remonte dans mon arbre, dans ma création pour résoudre l'affaire. On voit que le yo-yo qu'on fait en permanence avec moi dans la création et moi proche de moi-même, proche de mon essence, proche de mon ADN, de mon âme, est fondamental. Et c'est ce que font les yogis. Les yogis, régulièrement par jour, quittent le monde, la création, le visible, et descendent dans l'invisible, tout simplement pour ne pas oublier leur essence, ne pas oublier leur origine et ne pas oublier peut-être le sens de la vie, le pourquoi on est là et vers où nous allons. Et maintenant, on continue. Dans notre arbre, on a vu qu'il y a un faisceau de racines avec des racines cardinales, majeures, mais votre voisin, votre très cher voisin, votre épouse, elle a aussi un arbre avec des racines. Et ces racines se déploient aussi, et ces racines, il y a aussi des racines fondamentales. Mais on a remarqué dans la nature que dans les racines ou dans le monde souterrain, les racines se touchent. Les racines dans une forêt, on ne peut jamais déterminer quelles sont les racines de tel être ou les racines du chêne à côté ou du tilleul, etc. Les racines vont très loin, ce qui indique d'ailleurs une certaine stabilité de ces créatures. Mais les racines, sans aucun problème, s'interpénètrent. Donc les racines se croisent, s'en mêlent et il n'y a pas de conflit. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand je rentre en connexion, en communication avec l'autre, quand je rentre en communication avec l'autre au niveau du feuillage, au niveau des fruits, au niveau des arbres, on va rarement s'entendre. Il y aura toujours pas spécialement conflit, mais on n'est pas de la même essence. Moi, je suis un être, toi, tu es un chêne. L'autre, c'est un bouleau. Eh bien, acceptons. Acceptons que l'autre soit un chêne, même si moi, je suis un être. Il a le droit d'être un chêne, moi, j'ai le droit d'être un être. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire,
On peut au contraire s'inspirer les uns des autres, se regarder et prendre les qualités, parce que chaque arbre a une spécificité, chaque arbre a une fonction différente. Donc pourquoi pas d'un côté de m'inspirer de l'autre. Mais donc au niveau du feuillage, je peux m'inspirer, mais je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas attendre de l'autre qui se comporte comme moi ou soit comme moi. Par contre, au cœur des racines, c'est très différent. Les racines se ressemblent. Les racines sont dans la même terre. Et les racines vont échanger. Et on a vu récemment, les scientifiques ont vu récemment, notamment en Amazonie, que les arbres communiquaient. Mais que les arbres ne communiquaient pas par le feuillage, mais plutôt par les racines. Et ils ont remarqué que certains arbres étaient envahis de parasites et qui se développaient, qui se propageaient, et que ces parasites avaient la capacité d'anéantir, de tuer l'arbre. Eh bien, certains arbres ont développé une molécule qui est capable de chasser ou de tuer le parasite. Mais tous les arbres n'étaient pas capables de fabriquer cette molécule. Eh bien, à travers les racines, ils étaient capables de transmettre un message, de transmettre la formule, on pourrait dire, transmettre la formule aux autres arbres les scientifiques ont pu observer que les autres arbres ont commencé à fabriquer la même molécule et donc à se protéger. Donc, on voit bien que si nous communiquons plus par le silence, plus par le non-verbal, peut-être plus par ce que l'on fait en méditation. Donc, on n'est pas dans la comparaison, on n'est pas dans la compétition, on est plutôt dans l'invisible, et c'est vrai, dans l'obscurité, mais c'est peut-être dans le non-verbal que l'on s'entend le plus, qu'on se comprend le mieux. Et qui n'a pas eu cette expérience? Qui n'a pas eu cette expérience d'être assis avec des amis, ou même en famille? Oh, j'ai tellement de bons souvenirs des soirées d'hiver en France, où on était en famille, on n'avait pas de télé, on était en famille et chacun vaquait à ses occupations. Moi, je faisais mes devoirs, mes parents faisaient leurs petites choses. Et on était tous dans un profond silence, alors qu'on était 5 dans la pièce, 6 dans la pièce. Et je crois qu'on n'a jamais aussi bien communiqué dans cet espace silencieux, non verbal, où simplement c'était l'esprit qui communiquait. On communiquait par vibration, on communiquait par le bien-être, on communiquait par le bonheur d'être ensemble, par le bonheur de se comprendre sans avoir besoin de sortir du vocabulaire. On sait combien les mots trompent, combien les mots sont toujours extrêmement limités, alors que quand l'émotion, les sentiments sont partagés, on se comprend. Donc vous voyez que la ressemblance avec l'arbre est très parlant. Et chacun peut dessiner son arbre, et peut dessiner un arbre du voisin, l'arbre de mon épouse, l'arbre d'un ami qui était très proche. Et on réalise que tant qu'on a essayé de se comprendre dans la forme visible et verbale, on est toujours limité. Et plus on travaille le silence, plus on travaille l'introspection, plus on descend dans la racine, plus on descend à notre singularité initiale. Plus je vais vers mon essence, plus je peux comprendre l'essence de l'autre, et plus on va vers l'harmonie. Et pour aller dans une étape encore plus spirituelle, quand on va au cœur de soi-même, c'est comme si on entendait ces pulsations. Parce que dans le silence, on entend des choses qu'on n'entend pas autrement. Je peux entendre les pulsations et je peux sentir les vibrations de mon voisin. Mais je peux aussi sentir, et là qu'on passe à un autre niveau de silence, quand j'arrive à sentir les vibrations et comprendre le silence du Créateur, mais du grand Créateur. Et là, je parle de Dieu. Donc ce grand Créateur qui vit à l'état d'une graine vivante. Et ce Créateur n'est pas sous cette terre. Ce Créateur est à l'extérieur. Il n'est pas venu s'incarner sur notre planète, heureusement. Il est resté dans ce monde
métaphysique, ce monde incorporel, dans ce monde loin du son et loin de tout ce que nous, des vibrations que nous vivons ici. Mais par contre, la relation fine existe avec cet être. Et c'est là qu'on voit combien la méditation est importante, puisque je rentre comme un peu en radio. En radio, le récepteur reçoit les messages le récepteur reçoit le message de l'émetteur sans que l'émetteur soit à côté. Il peut être à l'autre bout de la planète d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Zoom, on est à l'autre bout du monde et on se communique. Donc, communiquer avec Dieu, c'est la même chose. Mais pour communiquer avec Dieu, c'est pas la parole qui marchera pas le visuel non plus. Donc, plus j'arrive à moi me plonger dans le silence intérieur, plus j'arrive à rentrer dans ma fréquence. Et ça, c'est un autre sujet de conversation. Quelle est ma fréquence? Nous avons tous notre fréquence. C'est quand je suis parfaitement en paix et en harmonie avec moi-même. Et quand j'arrive à ma fréquence, je peux capter la fréquence des autres à côté de moi qui sont peut-être en silence, mais je peux être en harmonie, en liaison avec la fréquence de Dieu. Et là, on ne met plus un nom sur Dieu. On ne dit pas c'est Allah, Bouddha, Jéhovah. Peu importe. Peu importe. C'est l'énergie, c'est la pulsation de l'univers. Et là, je me cherche doublement. Et plus je suis en relation avec cet être profond, plus non seulement je m'épanouis, mais je suis débordant. Je suis débordant d'énergie, débordant de sens et débordant de force. Et surtout, je vis dans une certaine sécurité que je n'avais jamais avant. À ce moment-là, je suis invulnérable. Personne ne peut m'affecter. La mort n'est qu'une plaisanterie. Il n'y a plus rien. Je suis éternel. Et je sais que ce passage dans le monde matière n'est qu'un passage. Mais en fait, c'est un passage intéressant parce qu'il m'a fait travailler. J'ai eu énormément de messages. Il m'a fait grandir. Il m'a fait développer, j'allais dire, tous azimuts, des qualités, des vertus, etc. Et il m'a permis de comprendre la grande création. Parce que la création matière autour de moi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas créé cette planète, j'ai pas créé la nature. Mais je peux être en admiration, en émotion devant cette beauté. Et donc, je peux encore dire merci au grand créateur, puisque c'est lui qui m'a offert ce terrain de jeu. Et c'est la vie n'est qu'un jeu. Donc, c'est sérieux, mais ne la prenons pas trop au sérieux. Et je prends toujours l'exemple, puisque j'étais un footballeur, je toujours l'exemple du football. Quelle est la plus belle chose dans un jeu d'équipe? Ce n'est pas de gagner. Ce n'est pas de gagner et ce n'est pas de perdre. Ça fait partie du jeu. Le foot ou tout sport collectif, la beauté, c'est de jouer ensemble. Et jouer ensemble, on s'en fiche qui gagne, qui perd. L'important, c'est d'avoir passé un bon moment ensemble. Donc la vie n'est qu'un jeu. Si on s'attache trop aux résultats, vous irez que en déception, et peut-être même en déprime. Maintenant, si vous comprenez que la vie n'est qu'un jeu, eh bien, vous allez comprendre, c'est un jeu à condition de respecter les règles. Si je ne respecte pas les règles, si je ne respecte pas le penalty, si je ne respecte pas la main, si je ne respecte pas le corner, le hors-jeu, il n'y a plus de football. La beauté du jeu, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles. Si je prends la balle à la main, ben c'est fini, c'est plus du foot. Donc, à moi de comprendre que la beauté de la vie, c'est pas seulement de vivre dans cet environnement qu'on nous a offert, qui est magnifique, mais cet environnement nous demande de respecter des règles. Et si je respecte les règles, peut-être ce monde serait un paradis. Et là, on peut se poser certaines questions, surtout en termes d'environnement. On ne respecte plus rien. On a cassé les équilibres naturels de la vie. Et ensuite, on est étonné. On est étonné que la nature se retourne contre nous. On est étonné que la nature ne réponde plus à nos besoins. C'est tout simplement, on a voulu jouer sans respecter les règles. Et le jeu n'était plus. Le jeu perd sa valeur, son importance avec la nature, mais surtout les autres qui vivent dans le. Alors certains d'entre nous respectent les règles et d'autres ne respectent pas. Alors on voit que la vie devient plutôt chaotique et peut-être même dramatique. Donc, il faut bien comprendre l'évolution du monde, l'évolution de mon propre arbre, mais qui est malgré tout quand même
totalement en liaison avec d'autres arbres, donc nous créons une forêt humaine. Donc, vous voyez, l'arbre me replace dans les conditions actuelles, mais je me permets de relativiser ma vie, de relativiser les choses que je vis tous les jours. Et peut-être, je vais comprendre que rien n'est catastrophique, que rien n'est grave. Que dans tous les cycles, ben, on passe par le printemps, l'été, l'automne. On est entré en hiver, depuis quelque temps déjà. En Inde, ils disent c'est Kali Yuga. C'est l'âge de fer, l'âge de la mort, c'est l'hiver. Eh bien, en hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Ils semblent morts. Ils semblent tristes avec leurs branches qui se jettent vers le ciel dépourvues du feuillage. Mais rien n'est triste. L'hiver, c'est un passage et rien n'est plus beau que de voir les bourgeons au printemps. De voir la vie qui revient et de voir que tout est éternel. Que tout est éternel. Tout devient dramatique quand je m'arrête dans une saison. Donc, je n'ai plus une vision large des choses. Donc, dans mon arbre de vie, ben, j'ai vu mon départ dans la graine, j'ai vu mon émancipation, j'ai vu comment l'enfant est sorti du tronc, s'est émancipé, a volé de ses propres ailes, a créé ses branches. Il n'a pas toujours trouvé l'absolu, il ne le trouvera jamais, mais que l'absolu est ailleurs. Et donc, dans la vie matière, eh bien, il ne faut pas oublier que c'est un jeu entre le physique et le métaphysique. C'est un échange entre ces deux dimensions. Et tant que je garde à l'esprit que tout est un jeu entre ces deux dimensions, eh bien, il n'y a rien de dramatique. Même s'il y a du chaos. Et comme diraient certains physiciens, l'ordre ne vient que du chaos. Donc, quelque part, la vie est belle. Elle a toujours été. Sauf ma lecture était différente. Donc, on porte de temps en temps des nouvelles lunettes et puis on regarde le monde différemment. Et au lieu d'être parfois critique, blâmé, d'être négatif, je deviens beaucoup plus positif. Mais je peux le devenir parce que j'ai compris, parce que j'ai vu et j'ai une nouvelle interprétation de l'ensemble. Voilà, je m'arrête un peu sur cette création. Eh bien, écoutez, je vous invite à plonger un peu dans le silence. Vous avez tous vos manières de méditer. Donc, Béa, tu vas nous mettre une petite musique, peut-être. Alors, bien sûr, ce qu'on a décrit. Dans la méditation, il y a un premier exercice qu'on développe, c'est celui du lâcher-prise. Et de lâcher prise votre arbre. Lâcher prise le monde dans lequel vous êtes en ce moment, vous y vivez. Eh bien, oubliez un peu votre monde professionnel, votre monde familial, votre monde, oubliez et descendez dans vos racines. Descendez au cœur de vous-même. Ça, c'est la base de la méditation. C'est quitter un peu le monde visible, pas pour toujours, un peu. Et vous êtes à ce moment-là, vous êtes plus sous cette influence et vous restez proche de vos grandes valeurs. Parce que dans le monde du silence, il y a la paix, il y a l'amour, il y a les plus grandes valeurs qui sont inaltérées. Et si vous associez la vibration divine à côté de ça, qui porte ces mêmes valeurs, mais avec un pouvoir vibratoire beaucoup, beaucoup plus intense, qui amplifiera l'expérience. OK. Alors, on va finir à 2-3 minutes de méditation, de silence sur une belle musique qui nous aide à nous porter plus loin. Vous pouvez méditer les yeux fermés, les yeux ouverts. Vous concentrez sur un point de lumière, vous concentrez sur une étoile, sur un objet qui vous inspire. Et tout simplement, vous prenez de l'altitude. Un peu comme un oiseau qui survole, qui prend du lâcher prise.
en fait, qui se détache. Vous regardez le monde dans lequel vous vivez, mais avec de la distance. Ce terrain de jeu sur lequel nous jouons tous. Vous le regardez avec un petit sourire en vous rappelant que c'est là que le clair de temps, on participe, on joue, on est en relation. Et le fait de prendre de l'altitude, je ne suis pas affecté par ce monde. Il ne me touche pas, au contraire, il me fait sourire. Donc je ne suis plus sous cette influence. Ce n'est qu'un jeu. Et par contre, je commence à regarder au plus profond de moi-même. Comme si j'éveillais cette vibration de silence, de paix. Je vois ou je réalise qu'il y a toutes les qualités. J'ai au fond de moi tout un potentiel qui ne demande qu'à être déployé. J'ai une capacité énorme de comprendre, de vivre déjà en harmonie avec moi-même, de sentir qu'en moi, il n'y a aucun conflit. Que je suis au fond un être de paix, un être d'amour, un être qui a du pouvoir, qui a de l'énergie, d'où va naître toute la créativité. Un être qui a besoin de pureté, qui a besoin de vérité, d'authenticité, qui a besoin de beauté. Et bien sûr, j'ai besoin de bonheur. Il y en a beaucoup autour de moi, il suffit que j'observe. Il suffit que je sois positif. Je suis observateur détaché. C'est dans le silence que j'arrive à unifier tout ça. Le silence, c'est un moyen de communication qui fait en sorte que mes pensées se ralentissent et que mes pensées se posent sur des choses qui me font du bien. Je ressens de la gratitude. Je comprends ce qu'est l'harmonie. En fait, le bien-être. Le bien-être de l'âme peut être à la fois très très simple. Il suffit que j'aille dans l'essence. Il suffit que j'écoute. Il suffit que je ressente les vibrations. Et que je ressente l'univers. Que je fais partie d'un grand tout. Et si je sais sortir de ma petite création, je peux sentir la vibration qui est unique et qui englobe l'univers entier, qui relie tout le monde, qui relie tous ceux qui sont sensibles et qui savent comprendre le silence.
Et on va finir comme en Inde, ils disent Om Shanti. Je suis une âme en paix, une âme paisible. La première étape, l'étape fondamentale. Nous sortons d'une crise sanitaire qui fut, somme toute, éprouvante physiquement, psychiquement et émotionnellement. Donc prenons cette opportunité pour retrouver nos équilibres, recréer nos potentiels positifs, changer nos états d'âme et retrouver la paix et la quiétude intérieure. Nous organisons des cours, des rencontres, des séminaires de Raja Yoga. D'ailleurs, nous venons d'ouvrir une salle spécialement dédiée à la méditation tous les jeudis soirs à 18h. Venez, renseignez-vous. Nos prestations sont bénévoles et gratuites. Maruru et très bonne journée.